Cerno, une anti-enquête, 5e épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. De crimes presque de masse. Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose. Je me lance dans une enquête. Il était fragile, il était perdu. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô ? Jean-Thierry Mathurin. 3, 2, 1. Bon, il venait d'être arrêté. Nous étions au mois de décembre 87. Le premier rendez-vous, je voulais l'avoir seul. Et il me dit, j'ai très peur que les autres détenus, qui savent ce que j'ai fait, eh bien, ne viennent attenter à mes jours. Mais vous savez, je me suis organisée, je vais pouvoir me défendre. Ah, je lui dis, ah bon ? Qu'est-ce que vous avez organisé alors ? Et là, il ouvre son blouson et il me montre une fourchette. Il me dit, voyez, j'ai pris la fourchette à la cantine et je l'ai aiguisée. Et je me retrouve avec cette fourchette. Et je lui dis, mais je suis restée, je me suis pas départie de mon calme. Bon, je lui dis, oh là là, il faut absolument que vous rangiez ça. Parce que vous vous rendez compte, vous avez été fouillé avant de venir me voir. Il me dit, ben oui, ils l'ont pas vu. Je dis oui, mais voyez là, il faut ranger ça au plus profond de votre blouson. Parce que si jamais un des gardes découvrait cela, on va considérer que c'est une arme. Donc faites attention. Et donc il l'avait rangé. Voilà, et l'entretien, alors c'est vrai que j'ai eu, je dois l'avouer, des sueurs froides, mais plus a posteriori, vous voyez, parce qu'il était extrêmement sociable. En fait, on a eu un dialogue extrêmement ouvert, très correct. Très souvent, nous avons des personnes qui, même la main dans le sac, il faut bien l'avouer, vont dire que ce n'est pas elles, vont dire qu'on s'est trompé, vont dire que non, c'est une erreur judiciaire. Là, c'est pas du tout ça. Là, j'ai quelqu'un qui a été entraîné, malgré lui, dans des événements absolument atroces et qui a conscience que c'est atroce. Il a conscience qu'il est allé au-delà des limites. Et que donc, il doit payer parce que, oui, il y a une dette à l'égard de la société, surtout à l'égard des victimes, qu'il doit payer. C'est-à-dire que vous avez perçu une humanité en lui ? C'est exactement ça. Même quand des choses monstrueuses se produisent, il y a cette humanité, et c'est ça qui est extraordinaire, ce basculement. Comment est-ce que l'on peut être un être tout à fait ordinaire, parce que Jean-Thierry Mathurin était un garçon comme il y en a des centaines. Il n'avait jamais fait parler de lui en mal auparavant. Ce n'était pas un petit délinquant, ce n'était pas un trafiquant, ce n'était pas un repris de justice. C'était quelqu'un comme il existe des milliers de garçons donc de 18 ans à l'époque. Et il a basculé pendant une quinzaine de jours de sa vie dans l'horreur la plus totale. Je sais que ça peut paraître très difficile, peut-être pour certains de vos auditeurs, de comprendre. Mais nous ne sommes pas là pour donner une peine. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour essayer de porter la parole de cet homme, qui peut être considéré comme le dernier des derniers. Mais nous, on est là pour porter les arguments que peut-être son manque de connaissances, son manque de culture, son ignorance, tout ceci ne lui permet pas de pouvoir dire les choses. Et nous, on est là pour essayer de porter cette parole et de faire en sorte qu'elle soit comprise des jurés et des juges. Et si on arrive à expliquer et à ce que les gens comprennent, parce que juger, comme dit le philosophe, c'est comprendre. On arrive à comprendre, je pense qu'on arrive mieux à juger. Qui était Jean-Thierry Mathurin ? Alors Jean-Thierry Mathurin est un garçon issu de milieux sociaux totalement défavorisés. Il est né en Guyane. Il a été maltraité,
étant enfant, alors je sais, on me dit toujours l'enfance malheureuse, etc. Ce sont toujours les ressorts des plaidoiries des avocats. Mais dans ce dossier précis, c'est un enfant qui a été aimé par sa mère, mais dont le père le détestait, et à tel point d'ailleurs qu'il avait voulu le tuer. Donc il a eu une enfance très chaotique. Il n'a pas été soutenu, encadré, une scolarité quasiment inexistante, jusqu'à ce qu'arrive l'adolescence. Et là, l'une de ses sœurs va s'installer en région parisienne et a l'idée de proposer à la maman de le faire venir pour qu'il essaye quand même d'avoir un cursus scolaire un petit peu plus satisfaisant. Et à ce moment-là, il est très jeune, il a 11 ans, 12 ans, il va arriver en région parisienne. Et là, il est complètement ébloui par la vie, par tout ce qu'il voit, par Paris, et il veut absolument pouvoir essayer de faire carrière dans le spectacle. Le but de sa vie est de pouvoir être danseur. Là, ça va être une période extrêmement dure, parce que Jean-Thierry Mathurin est malheureux chez sa sœur. Il ne s'entend pas avec son beau-frère, et la maman va venir le rechercher. Et ils vont avoir une vie d'errance à partir de ce moment-là, parce que la maman n'arrive pas à trouver du travail, elle va faire des ménages, elle va faire ce qu'elle peut, mais ils n'ont pas de quoi se loger. Ils vivent dans des caves. Ils ont véritablement, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Thierry Paulin, c'est vraiment une vie extrêmement chaotique. Et puis il rencontre Thierry Paulin, qui l'éblouit, qui le fascine totalement, qui lui fait connaître ce monde de la nuit qui le fascine tant. Et il se dit, voilà, j'ai trouvé mon mentor, j'ai trouvé la personne qui va faire que je vais pouvoir danser, faire le show. Voilà, et il va rentrer en tant que serveur au Paradis Latin, dans une boîte de nuit parisienne, qui leur permettait parfois, quand le service arrivait un petit peu à son terme, justement de pouvoir monter sur scène, de danser un petit peu, de pouvoir... Et il est absolument fasciné par cette vie. Et il est trop jeune pour vraiment appréhender le personnage, qui est vraiment Thierry Paulin. Pour lui, Thierry Paulin, c'est celui qui le sort d'une vie de misère et qui va faire qu'il va pouvoir réaliser son rêve et ses projets. Il était amoureux de lui ? Oui. On ne peut pas s'expliquer ce parcours sans ça. On dit qu'il était toxicomane. Oui, c'est tout à fait exact. Mais certes, vous savez, il y a souvent des artistes du spectacle qui sont au fond très timides. C'est parfois paradoxal parce qu'on se met sur scène, on est sous les lumières des projecteurs, et en même temps, parfois, certains artistes sont extrêmement timides. Et Jean-Thierry Mathurin est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui est effacé. C'est quelqu'un qui aime le spectacle, mais qui ne sait pas comment faire pour arriver, qui est un petit peu perdu, qui lit et écrit très mal, qui est complexé de cela et qui vraiment veut s'épanouir, veut sortir de la misère de sa condition, mais il ne sait pas comment. Et il pense à l'époque, mais il faut se rendre compte de l'époque, il avait 17 ans et demi, 18 ans. Lorsqu'il rencontre Thierry Paulin, il se dit, voilà, c'est lui, l'homme de ma vie, c'est lui qui va m'apprendre tout ce que je ne sais pas. Alors qu'au fond, Thierry Paulin n'a fait que l'utiliser, se servir de lui. Ils ont commis leur premier meurtre ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Parce que Jean-Thierry Mathurin n'est pas du tout quelqu'un de violent. C'est pas quelqu'un de violent. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient de constants besoins d'argent. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, ils étaient toxicomanes tous les deux. Et il fallait de l'argent. Comment trouver cet argent ? Alors Thierry Paulin, qui était toujours le meneur, l'instigateur, a dit on va voler des sacs à main. Et ils ont effectivement commencé comme cela dans le métro.
Sauf que les choses ont failli très mal tourner, ils ont failli être arrêtés. Et là, Thierry Paulin s'est dit non. Il faut que nous trouvions un autre mode opératoire. Je pense que la sagesse n'est pas de faire comme ça. Ce qu'on va faire, on va suivre ensemble les personnes âgées. À l'époque, il faut vous dire, il faut se reporter à l'époque, les personnes âgées ne touchaient pas, pour la plupart, leur retraite par virement. La plupart du temps, elles allaient au bureau de poste. Et là, on leur remettait, en espèces souvent, leur pension de retraite. Et puis, elles allaient, bien entendu, comme tout un chacun, faire leurs courses au marché ou ailleurs. Donc, Thierry Paulin va dire à Jean-Thierry Mathurin, eh bien, on va les suivre. Quand elles vont sortir du bureau de poste avec leur argent, on les suit. Comme c'est en pleine journée, il n'y aura pas de bruit, on n'entendra rien. On va les suivre. Quand elles vont tourner la clé de la porte d'entrée de leur logement dans la serrure, moi, je les pousse en avant, toi, tu fermes la porte, tu fouilles, et moi, je vais les faire parler. Parce que je pense que Thierry Paulin aimait ça, aimait torturer, faire du mal, voir souffrir, et surtout faire en sorte que Jean-Thierry Mathurin assiste à cela, qu'il l'avélisse, qu'il lui fasse voir ça. C'était vraiment pour moi un esprit dérangé, malade, Thierry Paulin. Oui, c'était quelqu'un de malade. Effectivement, ils vont commettre ce premier meurtre et Jean-Thierry Mathurin ne s'y attend pas parce que Thierry Paulin, bien entendu, ne lui dit pas les choses. Il lui dit, toi tu fouilles et moi je m'occupe. Voilà, je m'occupe de la personne. Mais il pense absolument pas qu'il va lui faire du mal et encore moins la tuer. Il ne pense absolument pas à cela, absolument pas. Et là, il est atterré, il est en état de sidération de voir ce qui se passe, et il n'a pas la force. Il n'a pas la force de s'enfuir, il n'a pas la force à ce moment-là de quitter Thierry Paulin, parce qu'il est dépendant de lui, notamment au niveau de la drogue. Et il est dans une relation terrible. Il va d'ailleurs être parfois menacé par Thierry Paulin, qui va lui, avec un couteau, à un moment donné, lui faire une blessure à la joue. Une cicatrice, il gardera la cicatrice d'ailleurs de cette blessure. Donc il est dans un état de soumission, de dépendance. Il prend plusieurs mélanges de drogue, de médicaments pour pouvoir, me dit-il, tenir le coup. Et il assiste d'une manière comme dans un état second à ce qui se passe. Il m'a toujours dit que jamais il n'avait tué qui que ce soit, ni levé la main sur les vieilles dames. Il fouillait pour trouver de l'argent et il attachait, il ligotait la vieille dame. Mais il ne la brutalisait pas, il ne lui faisait pas de mal. C'était Thierry Paulin qui se chargeait de cela. Et sa maman me dira quelque chose de très... qui m'a donné à réfléchir. Elle m'a dit, vous savez... J'ai le sentiment, c'est comme si Thierry Paulin avait dépossédé mon fils de son âme, comme s'il l'avait envoûté, vous comprenez, comme s'il avait pris son esprit, comme s'il le possédait totalement. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Thierry Paulin ne pouvait pas s'arrêter. Il était hors de question qu'il travaille, hors de question. Il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors certes, il trafiquait en matière de stupéfiants, mais ce n'était pas suffisant. Quand on vit seul dans le 18e arrondissement de l'époque, la plupart des dames âgées n'étaient pas fortunées. C'est ça le paradoxe. Donc, pourquoi sont-ils allés chez elles ? À suivre. Pourquoi sont-ils allés chez elles ? Allô ? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 5e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée,
Et pourtant, ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre 2 diffusions, je continue à enquêter sur les victimes sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures sur mon ordinateur à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/Cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/Cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.